Je ne sais pas qui, je pense que c'est Léa. Léa, si vous pouviez fermer votre micro, s'il vous plaît. Pardon, monsieur. Merci. Donc, nous avions notamment évoqué dans le lundi la problématique du contingent et les droits des salariés quand les heures supplémentaires avaient dépassé le contingent. Alors, je vous rappelle simplement que le contingent légal, il est de 220 heures et que des accords collectifs ou encore la convention collective peut déroger à ces 220 heures et ramener le niveau de ce contingent à une durée inférieure aux 220 heures. Alors, il y a une catégorie de salariés qui va sortir de ces dispositions relatives à la durée du temps de travail et aux heures supplémentaires. C'est ce qu'on appelle les cadres dirigeants. C'est des salariés qui, par définition, assument des responsabilités, pour lesquelles ils ont une grande indépendance et qui, de surcroît, ont un certain pouvoir quant aux décisions qu'ils doivent prendre en toute autonomie et, en général, qui bénéficient d'une rémunération relativement élevée. Une fois que ces trois critères sont rassemblés, alors on va avoir ici affaire à ce qu'on appelle des cadres dirigeants. Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales concernant la durée du temps de travail et concernant les heures supplémentaires. Ces cadres dirigeants ne bénéficieront pas d'heures supplémentaires si, évidemment, ils devaient en faire, ce qui est souvent le cas. Et ça, de par leur fonction et de par leur niveau de rémunération. Ça, c'est la première chose. Par contre, les cadres qui ne répondent pas aux trois critères, c'est-à-dire celui de pouvoir assumer des responsabilités en toute indépendance, d'avoir un certain pouvoir quant aux décisions à prendre et d'avoir un niveau de rémunération relativement élevé, les cadres qui ne réunissent pas ces trois conditions, alors, sont des cadres qu'on appelle donc non dirigeants et ceux-là seront soumis aux dispositions légales concernant le temps de travail et les heures supplémentaires. C'est-à-dire que si une personne a le statut de cadre, mais n'a pas, je dirais, le statut de cadre dirigeant, alors, si elle fait des heures supplémentaires, elles lui seront payées en fonction des modalités d'application que l'on connaît, c'est-à-dire au-delà de la 35e heure, avec les majorations que l'on connaît maintenant sur le bout des doigts. Alors, dernier petit point que l'on doit soulever, c'est celui de l'information aux salariés. Les salariés qui bénéficient de droits particuliers, notamment en termes de contrepartie obligatoire en repos, donc la contrepartie qui est due au salarié quand il effectue des heures au-delà du contingent, ou encore des heures de repos compensateur de remplacement, c'est-à-dire le repos qui est attribué aux salariés en remplacement du paiement des heures supplémentaires, deux dispositifs que l'on a étudiés lundi. Ces salariés doivent être tenus informés de l'état des droits qu'ils ont ouverts. C'est-à-dire que le salarié doit pouvoir avoir, par une annexe à son bulletin, de temps en temps ça figure directement dans le bulletin de paye, un état récapitulatif des droits qu'il a acquis, soit au titre du repos compensateur ou soit au titre du corps. Et dès lors qu'il a atteint 7 heures de droits acquis au titre d'un des deux systèmes, alors il a le droit de prendre le repos. D'accord ? Et l'obligation de prendre le repos, elle doit se faire dans un délai maximum de 2 mois. Prenons une situation, d'accord ? Une situation d'un salarié qui, au mois de novembre, a dépassé de 7 heures le contingent de 220 heures auquel était soumis l'entreprise. On sait que quand le salarié a dépassé le contingent d'heures supplémentaires, alors, outre le paiement de ces heures, cela lui ouvre droit à un repos, d'accord, à une obligation de repos
qui est de 100% quand l'entreprise a plus de 20 salariés et qui est de 50% quand l'entreprise a moins de 20 salariés. Si notre entreprise a plus de 20 salariés, c'est-à-dire 21 et plus, alors le salarié a le droit à 7 heures, puisqu'il a fait 220 heures, 227 heures, hein, d'accord, il a le droit à 7 heures de repos, de contrepartie en repos obligatoire, et ces 7 heures, puisqu'il a atteint les 7 heures, il aura l'obligation de les prendre dans les 2 mois qui suivent l'attribution de ces 7 heures. D'accord. Donc, finalement, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les heures supplémentaires ouvrent droit, en plus de la rémunération, à un certain nombre de choses. Bien sûr, il y a des conditions de dépassement du contingent, des conditions de nombre de salariés dans l'entreprise, et qu'une fois que ces droits sont acquis, et que le salarié a accumulé plus de 7 heures de droits, alors il a le droit de prendre une journée, et que cette journée, il doit la prendre obligatoirement dans les 2 mois. D'accord. Alors, de temps en temps, l'employeur a le droit de refuser que ce salarié prenne, je vous donne, quelqu'un a levé la main, je ne sais pas qui, mais j'ai cru voir. De temps en temps, le salarié qui a posé la journée, auquel il avait le droit, hein, d'accord, peut se voir opposer à un refus de son employeur. Alors, l'employeur peut refuser uniquement dans le cas où ça perturberait fortement le fonctionnement de l'entreprise. Imaginons un salarié qui soit un élément indispensable de l'entreprise et qui ne peut pas être remplacé pendant une certaine période. Alors on comprend bien que l'employeur lui refuse la prise de ce repos auquel il aurait le droit. Mais attention, c'est un droit pour l'employeur qui ne doit pas être, je dirais, trop important, avec lequel qu'il ne faut pas trop abuser. Voilà sur les dernières petites choses que je voulais vous dire concernant le chapitre sur ces droits des salariés en termes de repos. Alors, on va pouvoir passer à l'application qui est liée à ce chapitre, que normalement, j'espère, vous avez préparé. Alors, cette fois-ci, j'ai bien une main levée, c'est Léa. Je vous écoute, Léa. J'aimerais savoir ce qui se passe si l'employeur, justement, il en abuse trop. Alors, si l'employeur il en abuse trop, alors le salarié peut faire valoir ses droits, et la seule façon pour lui de faire valoir ses droits, c'est d'obliger l'employeur à lui octroyer les repos auxquels il aurait le droit devant un tribunal. Aujourd'hui, imaginons qu'il n'y a aucune raison pour que l'employeur refuse que le salarié prenne la journée de repos qu'il avait le droit, d'accord, et qu'on se situe bien dans les 2 mois suite à l'attribution de ce droit, alors l'employé, peut passer par les instances représentatives, peut passer éventuellement par le représentant du personnel, peut passer par le comité social et économique de l'entreprise. Et si vraiment il y a un souci, il peut éventuellement s'adresser à la direction départementale du travail, à l'inspecteur du travail. D'accord. Et si vraiment, encore une fois, il n'y a toujours pas d'aboutissement à ces demandes, à ce moment-là, il peut saisir le tribunal pour obliger l'employeur à lui octroyer ses congés. De temps en temps, quand il y a une obligation que l'employeur ne respecte pas et qu'il y a une décision de justice, je pense par exemple à la remise d'un certain nombre de documents. On sait que, et vous savez, hein, et vous allez me le rappeler d'ailleurs, quels sont les documents que l'employeur doit remettre au salarié quand le salarié quitte l'entreprise, soit à la suite d'une démission, d'une rupture conventionnelle, d'une rupture pendant la période d'essai ou encore d'un licenciement. L'employeur est dans l'obligation de remettre un certain nombre de documents aux salariés. Lesquels? Rappelez-moi tout ça. Allez-y, Abdel. Les certificats de travail. Voilà, premier élément, il doit remettre un certificat de travail au salarié. Certificat sur lequel on va mentionner la période d'emploi et puis généralement la position qu'occupait, on va identifier aussi l'entreprise et l'emploi qu'occupait le salarié. D'autres choses? Alors, Grâce.
L'attestation destinée à Pôle emploi pour faire Voilà, valoir ce que de droit. très bien. L'attestation Pôle emploi qui va permettre aux salariés de faire valoir ses droits au titre de l'assurance chômage. Alors, entre parenthèses, l'employeur va remettre une copie de cette attestation et l'employeur va lui-même transmettre l'attestation à Pôle emploi pour que Pôle emploi vérifie si le salarié a bien droit à une couverture par l'assurance chômage. Et dernière chose que l'employeur va remettre, hormis bien sûr le bulletin de paye de la période concernée. Abdoul, je vous écoute. Ah non, je voulais juste dire le solde de tout compte, en fait. Voilà, exactement, c'est le troisième élément. Donc ça sera le solde de tout compte qui va récapituler toutes les sommes qui sont dues à la fin de la période d'emploi et qui sera remis au salarié en lui indiquant évidemment que les sommes sont mises en paiement. Alors ça ne veut pas dire que le salarié ne conteste pas les sommes, c'est simplement que l'employeur lui dit « voilà, je vous donne ça ». Alors, il y a de temps en temps, parce que des litiges sont nés ou parce que des employeurs sont malveillants, des employeurs qui ne remettent pas les documents aux salariés, ce qui peut poser un problème. Pourquoi? Parce qu'il peut être demandé au salarié son certificat de travail, notamment pour faire valoir ses droits à Pôle emploi. Ou encore, si l'employeur ne remet pas lui-même aussi l'attestation à Pôle emploi, ne transmet pas l'attestation à Pôle emploi, alors Pôle emploi va prendre en compte l'attestation qui a été remise au salarié. Et si l'employeur n'a pas non plus remis l'attestation au salarié, alors le salarié ne peut pas faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Donc vous comprenez bien que dans cette situation-là, le salarié est très embêté. Si le salarié devait poursuivre ou entamer une procédure devant le tribunal conseil des prud'hommes, hein, évidemment, à l'encontre de son employeur, dans un cas comme celui-ci, l'employeur serait obligatoirement condamné à fournir les différents documents. Mais vous comprendrez bien que ici, finalement, alors le salarié peut aussi demander des dommages et intérêts s'il prouve un préjudice, mais le salarié peut demander aussi, pour éviter que ça dure trop longtemps, ou le tribunal peut le prononcer automatiquement, c'est de soumettre sa décision à une astreinte. Alors c'est quoi une astreinte? C'est une sanction que l'employeur se verra infliger s'il ne s'exécute pas. Donc le tribunal peut par exemple dire, voilà, monsieur l'employeur, vous avez 15 jours pour remettre les documents aux salariés, et au-delà de ce délai de 15 jours, vous serez condamné à 300 € par jour de retard. Donc l'employeur ici, il est un peu sous pression, puisque une fois que le tribunal a condamné l'employeur à remettre les documents sous astreinte et que les documents ne sont pas remis dans les temps voulus, alors le salarié pourra ressaisir le tribunal et faire condamner l'employeur au paiement de l'astreinte. Et souvent, donc, l'astreinte est prononcée pour vraiment faire pression sur la partie qui a été condamnée pour qu'elle exécute la décision du tribunal. Dans l'exemple que soulevait Léa, un salarié qui n'aurait pas pu prendre ses jours de repos qui lui sont dus au titre de la contrepartie obligatoire en repos, dans les 2 mois, bien sûr, comme nous disent les textes, et que le refus de l'employeur n'est pas justifié par une obligation de maintenir une activité dans l'entreprise, etc., etc. Alors le salarié pourrait très bien saisir le tribunal. Le tribunal obligerait ou ordonnerait ou jugerait que l'employeur doit octroyer les jours de congé dans les 15 jours qui suivent la décision, sous astreinte, 200, 300, 400. Après l'astreinte, le tribunal fixe librement le montant. D'accord? Alors, soit le tribunal le fixe directement, quand il sent que la partie qui a été condamnée est un peu réticente, ou soit c'est la partie qui est demandeuse qui va demander au tribunal de prononcer aussi son jugement sous astreinte. Donc, vous voyez qu'il y a malgré tout des moyens pour forcer une personne à exécuter un jugement, notamment dans le cadre de litige entre un employeur et un employé.
Voilà pour répondre à votre question. Y a-t-il d'autres questions sur la fin de ce chapitre? Je vous écoute, Abdoul. Monsieur, je voudrais une précision. En fait, je voudrais savoir si la contrepartie obligatoire en repos et le nombre d'heures de repos qu'elle a droit un salarié, si c'est la même chose ou pas. Oui. Alors, le nombre d'heures de repos, il peut être dû parce qu'il y a une contrepartie, ou il peut être dû aussi parce qu'il y a un système d'équivalence de repos compensateur qui a été mis au point. D'accord? Dans mon discours, c'est ça. Quand je dis, voilà, le salarié a droit à des jours de repos, c'est parce que soit il a dépassé le contingent et il a eu le droit à une contrepartie, ou soit parce que ces heures supplémentaires ont été transformées en compensation en repos. D'accord? Ok, merci, monsieur. D'autres questions? Non? Alors, on peut continuer par donc, notre cas pratique. Alors, c'est la SA Jordine. On va regarder un petit peu ce que nous dit ce cas pratique. Alors, pour illustrer tout ça, on va, comme d'habitude, mettre en place un petit jam. Je vous le partage. Voilà. Alors, la SA Jordim, ça veut dire quoi, SA? Amadou? Société anonyme. Très bien. Société anonyme, c'est une forme juridique de société. Donc, la SA Jordine emploie 5 salariés à temps plein dans le secteur de la plomberie. Vous êtes chargé de calculer la contrepartie obligatoire en repos au titre de l'année N. On vous fournit le décompte à la fin de l'année dans un document que l'on verra après. Pour chaque salarié, décomptez les heures effectuées pendant l'année et déterminez s'ils ont droit à une contrepartie en repos. Calculez le nombre d'heures de contrepartie auxquelles ils ont droit, bien sûr. Et un monsieur, là, monsieur Compon, souhaite conserver ses heures pour les prendre l'été prochain en rallongeant ses congés annuels. Est-ce possible? Donc, on répondra après à cette troisième question. Alors, regardons quels sont les décomptes. Voilà donc pour chaque salarié le décompte qui a été fait. Donc vous avez les mois ici sur le côté, d'accord? Et puis le nom du salarié au-dessus et le nombre d'heures qu'il a effectué. Alors on va faire notre petit décompte salarié par salarié et puis on va regarder ça. Alors, pour le premier salarié, vous avez trouvé quel montant? Alors, Aïta a trouvé 53 heures, c'est ça? Est-ce que tout le monde est d'accord? Moi, je suis plutôt d'accord. Donc, notre premier salarié ici, il a fait 53 heures supplémentaires sur son année. Est-ce que ça va lui donner droit à une contrepartie en repos obligatoire? Une contrepartie obligatoire en repos? Non. Pourquoi, Aïta? Non, parce que Il y a beaucoup d'écho.
Oui, parce que le nombre total d'heures qu'il doit faire, c'est 220. Tout simplement parce que le salarié n'a pas dépassé. Merci Aïka, vous pouvez fermer votre micro. Donc, notre salarié n'a pas dépassé le contingent, qui est de 220 heures, puisqu'on nous donne, je ne pense pas qu'on nous donne, je vérifie juste, non. Oui, bah si, on nous dit que la convention collective fixe le contingent d'heures supplémentaires au minimum légal 220 heures. Donc, la convention collective ne donne pas de volume horaire inférieur au contingent légal. Elle renvoie simplement au contingent légal. Donc, la convention collective nous dit voilà, il faut plus de 220 heures, et si notre salarié n'a fait que 53 heures, donc pas de droit à une contrepartie obligatoire en repos. Alors, peut-être, alors, qui j'ai ici? Tac, 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 est-ce que je peux voir toutes les personnes? Oui, très bien. Est-ce que Warel peut me donner le nombre d'heures qu'il a trouvé pour le salarié qui s'appelle Wabi? Pas de réponse de Warel. Alors, est-ce que Sherifa peut prendre le relais? Pas de réponse non plus de Sherifa. Est-ce que Anis peut prendre le relais, s'il vous plaît? Alors, Léa, merci, heureusement. Alors, Ismaël, si vous prendrez le prochain, si c'est pas Ismaël, c'est Mounia, je crois. Je vous écouterai pour le prochain, d'accord? Donc, je pense que c'est Léa. Alors, je vais afficher les... Tac, tac, tac. Voilà. Léa nous propose 234 heures. Donc, je ne vais pas vérifier le calcul, je pense que c'est OK. Alors, Léa, maintenant, dites-nous comment on va travailler ce nombre d'heures et donc quels vont être les droits, si bien sûr il a des droits, en contrepartie. Dites-moi tout. Bah, on sait que le contingent est de 220 et qu'il a été dépassé. Oui, donc là, on est d'accord, il a été dépassé. Donc, les heures supplémentaires, elles vont être mises en repos, mais je ne sais pas si là, c'est compté à 25% ou 50% du majoré. D'accord. Alors, le contingent, on est d'accord, il est de 220 heures. Donc, notre salarié, il a fait 14 heures au-delà du contingent. D'accord? NB heures sup au contingent. Alors, Léa elle se pose la question, ici, je ne sais pas trop si je vais les majorer à 25 ou à 50%. Est-ce que quelqu'un peut éventuellement nous expliquer sa position? Alors, Aïta, je vous écoute. Oui, l'entreprise a moins de 20 salariés là. Oui. Donc, dans ce cas, les dépassements seront majorés à 25%. À 25%. Oui. D'accord, merci Aïta. Quelqu'un a une autre question? Vous pouvez fermer votre micro, Aïta? Merci. Quelqu'un, Abdoul, je vous écoute. Et après, Mika Alidad éventuellement. Et Mounira. Comme elle a dit, l'entreprise a 5 salariés. Et on avait dit que pour les entreprises de moins de 21 salariés, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal recopié, mais la contrepartie obligatoire en repos était de 50% des heures effectuées au-delà du contingent. Vous avez tout à fait bien noté. Il n'y a aucun souci sur ce que vous avez noté, c'est bien. Donc, ça veut dire quoi donc, ici? Si vous Ça veut dire que donc, je crois que c'est la moitié des 14 heures. Donc, je crois que c'est 7 heures en fait. Donc, le nombre d'heures de repos attribuées au titre du corps
D'accord? Donc, je le note comme ça, hein, le corps, on l'appelle souvent le corps, hein, la contrepartie obligatoire en repos, ici, elle est de 7 heures. Pourquoi elle est de 7 heures? Et ici, Léa, Aïta, rien à voir avec notre problème des 25 ou des 50%. Nos heures ici, les heures qui ont été faites ici au mois de décembre, d'accord, il y a 21 heures. Donc, ça veut dire que son cumul au mois de novembre, il n'y avait pas encore dépassé ces 220 heures. Les heures qui ont été effectuées, ces 21 heures-là, elles seront majorées. On ne sait pas ici, parce que de toute façon, ce n'est pas ça qu'on nous demande. Elles seront majorées en paiement. En paiement, elles seront majorées en fonction des semaines, 25 ou 50%. Ça, c'est une première chose. Mais en plus de ça, quand on a dépassé le contingent, donc c'est en plus des 25 et 50% de majoration en termes de paiement, en plus de ce paiement d'heures supplémentaires, le salarié va avoir droit à du repos. D'accord? Il va avoir droit à des jours où il ne viendra pas travailler, il sera payé. Ce repos, on l'appelle la contrepartie obligatoire en repos. On l'appelle comme ça parce qu'on est dans des problématiques de contingent. Donc, quand on attribue des heures de repos parce que le salarié a dépassé le contingent, le calcul, il se fait en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Soit l'entreprise a 20 salariés au plus, ça veut dire qu'elle en a de 0 à 20. Alors, le salarié bénéficiera de 50% des heures dépassant le contingent en heures de repos corps. Si l'entreprise avait eu plus de 20 salariés, c'est-à-dire à partir de 21 salariés, le salarié aurait bénéficié de 100% des heures réalisées au-dessus du contingent en repos au titre du corps. Est-ce que vous m'avez bien compris, Léa? Est-ce que vous m'avez bien compris, Aïta? Oui, c'est bon, j'ai compris. Merci. Impeccable. C'est bon pour vous aussi, Aïta? Ah oui, monsieur, j'avais compris. C'est que j'avais mal dit. Sinon, mais j'avais trouvé les 7. Très bien. Parfait. Super. Alors, Diana, je vous écoute. Non, c'était pour essayer de faire... Ah ben, allez-y, on vous écoute, Diana. Donc, vous avez trouvé combien d'heures au total pour le salarié auprès? je crois 116. 116 heures, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, très bien. Quelle est votre interprétation, Diana? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous ferez le prochain, Michael Haddad, d'accord? Je veux écouter la fin de l'analyse de Diana. Le salarié a fait 116 heures. Donc, est-ce qu'il a le droit à du repos complémentaire? Que je ne sais pas comment interpréter. D'accord, ok, très bien. Michael Haddad, vous voulez l'aider dans l'interprétation? Allez-y, Michael Haddad. En fait, monsieur, c'était juste pour poser une question. Ah, d'accord. Alors, vous poserez votre question. En fait, vous poserez votre question après. je peux? Vous poserez la question après. On finit ça et je vous laisse la parole. Fourera, vous voulez aider Diana pour l'analyse de ces 116 heures? Oui. Ici, il n'aura pas droit au truc, à la compensation, à la contrepartie plutôt. D'accord. Okay, il n'a pas atteint le nombre d'heures fixé par l'entreprise. Par l'entreprise au titre du contingent. Très bien. D'accord. C'est comme ça qu'il faut. Parce que si vous tombez sur ce type de sujet, d'accord, il faut absolument correctement justifier votre réponse. C'est-à-dire que dans ces deux cas ici, dans le cas du salarié d'OURT et du salarié auprès, ces salariés ne peuvent pas bénéficier de contrepartie obligatoire en repos parce que le nombre d'heures effectuées au cours de l'année n'a pas dépassé la limite la limite du contingent qui est de 220 heures. C'est comme ça que vous allez bien justifier. Vous allez dire, voilà, ou avec vos termes, vous allez simplement dire, il n'est pas au-delà des 220 heures qui est la limite du contingent, donc il n'a pas droit au repos. D'accord? Michael Haddad, je vous écoute pour votre question. En fait, monsieur, je voulais savoir comment vous avez fait pour trouver, en fait, pour dire que c'est 7.
Pour Wabi. Ok, je vais répéter. D'accord. Pourquoi c'est 7 pour Wabi? D'accord. Pourquoi il a le droit à 7 heures? Ici, c'est 7, c'est des heures. Hein. Pourquoi il a le droit à 7 heures? Parce que c'est une entreprise de moins de 20 salariés. C'est ce que nous savons ici. C'est une entreprise de moins de 20 salariés. Voilà. Hop, je le souligne. Transparent. Alors, transparent rouge. Donc, si les salariés ont le droit à une contrepartie obligatoire en repos, comme c'est une entreprise de moins de 20 salariés, alors la contrepartie sera de 50% du temps effectué au-delà du contingent. Donc, je le marque. Pour les entreprises de 20 salariés ou plus, donc entreprise de 20 salariés au plus, le corps, donc la contrepartie la contrepartie obligatoire en repos est de 50% du temps effectué au-delà du contingent, donc au-delà de 220 heures. Ah d'accord, donc du coup, vous avez divisé par 2 le 14. Voilà, tout simplement, où j'ai fait 14 fois 50%, ce qui revient à diviser par 2. Hein. D'accord. Donc pour les entreprises de 20 salariés ou plus, le corps est de 50%. Et bien sûr, pour les entreprises de plus de 20 salariés, on va quand même le noter pour le rappeler. Pour les entreprises de plus de 20 salariés, le corps, lui, il est cette fois-ci de 100%. C'est-à-dire que si notre entreprise avait fait plus de 20 salariés, le salarié aurait eu le droit à 14 heures de repos. Alors, qui veut traiter Palo? Allons-y, Alphonse. Palo a effectué 281 heures, 81 heures. Il a effectué 281 heures, c'est ça? Oui. Très bien. Donc, soit 61 heures d'heures supplémentaires au contingent. Donc, le contingent étant de 220 heures, notre salarié, il a effectué donc 61 heures au-delà du contingent. Ce qui va lui donner droit à une contrepartie de... Une contrepartie de 30 heures et 30 minutes. Ok, 30,5 heures de contrepartie. Merci. Donc, même analyse. Hein. Toutes les heures effectuées au-delà de contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui est de 50% parce que l'entreprise, elle fait moins de 20 salariés. Alors, Mounira, je vous écoute pour le dernier. D'accord. Pour le compo, c'est 255. Donc, 255 heures. Allez-y, continuez. Il a droit à une contrepartie car il a fait plus de 220 heures. Très bien. Alors, et il aura 17,5 heures. Très bien. D'accord. Donc, il a fait ici 35 heures au-delà du contingent. Donc, il va avoir le droit à 17,5 heures de contrepartie obligatoire en repos. Est-ce que c'est compris? Alors, j'ai vu qu'il y avait des mains qui se levaient. Y a-t-il des questions? Fourera, je vous écoute. Oui, monsieur, j'ai juste une question parce que j'avais vu une vidéo que vous avez mise sur le cours. Les 30 heures, elles seront reparties ou bien c'est juste une journée ou bien pas besoin de préciser parce qu'ils avaient précisé là-bas, je ne sais pas. Alors, les 30 heures, d'abord, elles seront divisées en heures par jour. C'est-à-dire que si la journée de travail fait 7 heures, ce qui est la majorité des cas, ça veut dire que notre salarié ici, il va avoir le droit à pratiquement 4 jours de congé. D'accord? 4 jours moins une demi-heure.
Alors, je suppose que on va relire tout ça. Ça nous fait 28. Ben, il aurait le droit à 4 jours plus une demi-journée. D'accord. D'autres questions? Pas de questions? Très bien. Ça marche, ça marche. Alors, voyons ce qu'on nous demande par la suite. Calculer le nombre d'heures de repos, donc chose que l'on vient de faire, d'accord. Et enfin, on va nous demander, Monsieur Campon souhaite conserver ses heures. Donc, Monsieur Campon, c'est ce monsieur-là, d'accord. Lui, il a le droit à 2 jours et demi de vacances, d'accord. Monsieur Campon, il se dit, ben voilà, moi, monsieur, les 17 heures que j'ai faites, j'aimerais bien les conserver et les prendre au mois de juillet ou au mois d'août, comme ça me fera plus de vacances. Est-ce qu'il a le droit, ce monsieur? Est-ce qu'il peut faire ça? Alors, Warel, je tente une deuxième fois, Warel. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez? Alors, soit vous me dites, ben, je ne sais pas trop, monsieur, mais au moins vous me répondez, Warel, ce qui serait vraiment qui me permettrait de dire, Warel, il est bien présent. A priori, vous ne pouvez pas me faire ça. Alors, Aïta, je vous écoute. Monsieur, si je comprends bien, l'employeur n'a pas le droit de repousser jusqu'en été sans l'heure qu'il a droit. Il a droit jusqu'à 2 mois. Voilà, merci Aïta pour votre réponse. Globalement, c'est ça, hein. L'employeur est obligé, mais l'employé aussi est obligé de prendre ses journées de repos, acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Il est obligé de les prendre dans les 2 mois. Donc, monsieur Campon ne pourra pas prendre ses journées de repos au mois de juillet ou au mois d'août. Il sera obligé de les prendre pendant les mois de janvier ou février. Tout simplement, on imagine bien qu'une personne qui fait beaucoup d'heures supplémentaires accumule de la fatigue. Et qu'en plus de la rémunération majorée qu'il a le droit pour ses heures, il a le droit du repos pour qu'il se repose, pour veiller à ce que sa santé ne se dégrade pas trop à cause de ce travail intense. Par conséquent, on l'oblige quelque part, hein, on oblige l'employeur à lui donner ses jours, mais on oblige aussi le salarié à prendre ses jours dans les 2 mois qui suivent leur attribution. Comme ça, le salarié pourra se reposer et au moins l'employeur peut répondre à son obligation de préserver la santé de ses employés. Voilà, donc c'était une petite application toute simple, mais qui permet de mettre en œuvre ici nos connaissances concernant cette notion de contingent et de corps. On va pouvoir passer au chapitre suivant. On a gagné un petit peu de temps, on a été assez rapide pour cette petite application, c'est tant mieux. Et nous allons... Alors, oui, Abdoul, je vous écoute. Monsieur, pour les heures complémentaires, c'est le même principe aussi? Ah non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Pas du Parce tout. qu'il y a un petit cours que j'ai vu qu'on n'a pas fait encore. Alors, nous n'avons pas fait les droits au congé. Alors, je fais juste ça. J'enregistre ça. Donc, c'est l'application SA Argentine. Voilà, comme ça, hop, c'est calé. Alors, nous n'avons pas parlé du tout des heures complémentaires. Dès le départ de l'étude de ce chapitre concernant les congés, les repos, enfin, pas les congés, les heures supplémentaires. Je suis en train de confondre votre question. Répétez-moi votre question.
Oui, c'était sur les Genre, voilà, oui, je voulais savoir, genre, pour les heures complémentaires, si à peu près c'est le même principe, parce que je sais que c'est pas les mêmes heures, mais si en global c'est le même principe, en fait. Alors, effectivement, c'est le même principe. D'accord? C'est le même principe dans le sens où les droits que le salarié obtient, monsieur le supérieur, mais j'ai pas avec mon ordinateur. Alors, les droits que le salarié obtient grâce aux heures qu'il a fait au-delà de son contrat de travail lui permettent d'avoir des montants qui sont majorés. D'accord? Ça, c'est la première chose. Malgré tout, il y a certaines limites. Et on verra que les limites d'heures qui sont permises pour le salarié qui effectue des heures complémentaires ne permettent pas d'atteindre le contingent. D'accord? Parce que la limite nous dit, ben voilà, même si vous faites le max possible, vous n'atteindrez jamais les 220 heures sur l'année. Donc le principe de contingent ne s'applique pas, mais les autres principes de repos s'appliquent. Alors, les heures complémentaires, qu'on soit très clair, les heures complémentaires sont attribuées pour les salariés qui ne sont pas à temps plein, c'est-à-dire qui n'effectuent pas 35 heures par semaine, parce que leur contrat ne prévoit pas cette durée. Alors, ça va me permettre, plutôt que d'embrayer sur l'autre chapitre, de faire un petit point sur cette notion. Alors, normalement, c'est un chapitre, que je ne dise pas de bêtises. Hop. Ah ben non, ben c'est notre prochain chapitre, ah ben tant mieux. Ben, c'est notre prochain chapitre et après, ah ben c'est notre dernier chapitre. Très bien. Alors, bon. Hop. Donc, d'abord, les heures complémentaires, c'est quoi? C'est des heures qui sont dues au titre des contrats qui ne sont pas à temps complet. Ça, je viens de vous le dire. Donc, un contrat qui n'est pas à temps complet, c'est un contrat qui ne fait pas 35 heures, évidemment. En sachant qu'aujourd'hui, on a une limite de principe, c'est-à-dire que le contrat ne peut pas faire moins de 24 heures. Ça, c'est le principe. Normalement, un contrat à temps partiel doit faire au moins 24 heures. Alors, à ce principe, je vous rappelle que on vous demande de connaître les principes, les grandes lignes. Et vous verrez qu'en droit du travail, il existe énormément d'exceptions. Et les contrats à temps partiel n'échappent pas à ces exceptions. La première des exceptions, et c'est celle que l'on rencontre le plus souvent, c'est lorsque c'est à la demande du salarié que le contrat fait moins de 24 heures. Normalement, l'employeur ne peut pas proposer un contrat de 20 heures. Mais si l'employé, pour des raisons X ou Y, demande à son employeur d'avoir un contrat de 20 heures à la place d'avoir un contrat de 24 heures, alors l'employeur peut accepter. Donc, le principe, c'est que normalement, le contrat fait au minimum 24 heures. Mais les exceptions font qu'on peut retrouver, à travers d'autres exceptions, des contrats de 10 heures par semaine pour les contrats étudiants, par exemple, c'est accepté. Mais aussi pour les contrats qui sont à la demande des salariés. Alors, à ce propos, hop. Concernant le contrat à temps partiel, celui par lequel va être généré des heures complémentaires, des heures qui sont faites au-delà de la durée qui est prévue. La durée, on va la retrouver où? On va la retrouver dans le contrat. Donc, cette durée qui figure dans le contrat, la durée hebdomadaire qui figure dans le contrat, on l'appelle la durée contractuelle.
Vous savez, on l'a déjà expliqué, on a expliqué aussi le principe qu'un salarié qui est payé, qui a une durée contractuelle de 35 heures, donc une durée classique, donc un temps complet, on calculait le nombre d'heures payées par mois en faisant la durée contractuelle multipliée par le nombre de semaines divisé par le nombre de mois dans une année. 35 fois 52 semaines dans une année, ça nous donne 1820. Divisé par 12 mois, ça nous donnait 151,67 heures. Le même principe va s'appliquer pour les contrats à temps partiel. C'est-à-dire que le contrat qui fait 24 heures, la durée contractuelle est de 24 heures, par exemple, ce salarié sera donc payé un certain nombre d'heures par mois, et ce nombre d'heures va être calculé de la façon suivante. Exactement comme on avait fait pour calculer nos 151,67 heures, 24 heures par semaine, multiplié par 52 semaines, divisé par 12 mois. Si on fait un petit calcul rapidos, ce salarié va être payé 104 heures par mois. C'est bon pour vous, ça? C'est la même méthode. On a vu cette méthode pour les 151,67 heures par mois pour un salarié qui est à temps plein. Le salarié, lui, qui est à temps partiel, sera payé, d'accord, avec les mêmes modalités de salaire. Alors maintenant, quelles sont les conditions pour qu'un salarié puisse faire des heures complémentaires, puisque le salarié qui, lui, va faire au-delà de sa durée de 24 heures, les heures qui vont être faites au-delà de la durée seront des heures complémentaires. C'est la même chose que les heures supplémentaires, simplement que le nom change. Ça nous permet, quand on parle d'heures complémentaires, de savoir que la personne est à temps partiel. Si on parle d'heures supplémentaires, ça veut dire qu'elle est à temps complet. Donc, le salarié ne peut pas accomplir plus de 10% de sa durée hebdomadaire. C'est déjà la première limite. Alors, on va indiquer la limite ici. Quelles sont les limites des heures complémentaires? Il y en a plusieurs. Voilà pourquoi j'ai mis un S à limite. D'abord, première limite, le salarié ne peut effectuer plus de 10% en heures complémentaires, plus de 10% de sa durée contractuelle. Exemple, un salarié qui effectue 25 heures par semaine ne pourra pas faire plus de 2,5 heures au-delà de cette durée-là. Un salarié qui fait 25 heures par semaine ne pourra pas faire plus de 27h50 dans cette même semaine. Je vous écoute, Abdel. Monsieur, quand vous parlez de temps partiel, ça veut dire que c'est inférieur au temps complet, c'est ça? Exactement. C'est inférieur à 35 heures.
Un salarié qui fait 30 heures par semaine, c'est un temps partiel. Un salarié qui fait 25 heures par semaine, c'est un temps partiel. Un salarié qui fait 35 heures par semaine, c'est un temps complet. C'est bon pour vous? Monsieur, merci. Donc ici, le temps. Le ciel est dégagé actuellement et il fait. Mon Siri se met en dessous. Donc la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Dans ce cas-là, c'est un contrat à temps partiel. Alors, revenons maintenant sur nos heures complémentaires. Nos heures complémentaires ne peuvent être supérieures à 10% de la durée contractuelle. Clairement, un contrat de 25 heures ne pourra pas faire plus de 2,5 heures chaque semaine au-delà de la durée des 25 heures, bien sûr. Donc, ça veut dire que lui ne peut pas faire 28 heures par semaine. Il ne peut faire que 27h50 au maximum. Ça, c'est notre première limite. Mais l'entreprise peut déroger à cette règle. Elle peut dire, voilà, nous, dans notre entreprise, spécifiquement, les contrats à temps partiel peuvent aller jusqu'à un tiers, peuvent faire des heures complémentaires jusqu'à un tiers de la durée contractuelle, de la durée hebdomadaire contractuelle. Donc, cette limite, elle est tempérée, elle peut être tempérée, ici, un accord d'entreprise peut porter la limite à un tiers de la durée hebdomadaire contractuelle. Alors, quelqu'un a levé la main? Je n'ai pas eu le temps de voir qui avait levé la main. Si vous avez une question, allez-y, je vous écoute. Non, pas de question? Abdel, j'ai partagé le fichier avec les mains. D'accord, ok, ça marche. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ici, imaginons un salarié qui a une durée de 24 heures, un tiers de 24 heures, ou même on va rester sur notre 25 heures, hein, ici. 25 heures divisé par 3. Voilà. Notre salarié, s'il y avait un accord d'entreprise qui le prévoyait, pourrait alors faire 8,33 heures au-delà des 25 heures chaque semaine. Donc ici, par exemple, dans notre exemple, si on reprend l'exemple, donc si l'entreprise de Madame Martinez on va dire, avait un accord sur la durée des heures alors, Madame Martinez, dans ce cas-là, si l'entreprise avait un accord, alors Madame Martinez pourrait effectuer jusqu'à 25 divisé par 3, c'est-à-dire 8,33 heures complémentaires possibles. Bien sûr, c'est la limite, c'est un max, d'accord? Maximum. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on a un principe, encore une fois,
Le principe, c'est celui-là. Le salarié ne peut pas effectuer plus de 10% de la durée contractuelle, mais que malgré tout, un salarié peut se voir augmenter cette limite si, bien sûr, il y a un accord d'entreprise. Donc, dans tous les cas, à chaque fois qu'on aura une situation à analyser, et ça pratiquement dans tous les domaines du droit du travail, il faut toujours regarder les spécificités de l'entreprise. L'entreprise peut être soumise à plusieurs corpus juridiques, des accords qui sont simplement applicables à l'entreprise, une convention collective qui serait applicable à toutes les entreprises du même secteur d'activité, et encore le droit du travail, le code du travail qui, lui, est applicable à toutes les entreprises. Et on pourrait même aller de façon encore plus précise si un contrat de travail qui ne serait applicable que entre le salarié et l'entreprise prévoyait des dispositions particulières, alors elle serait applicable. On sait ce principe de hiérarchie et de normes qu'il faut vérifier à chaque fois en fonction des entreprises. Dans tous les cas, il est impossible qu'un salarié fasse plus de 35 heures par semaine. La limite à tout ça, il y a une limite générale. La limite générale, c'est quoi? C'est que, j'ai du mal. La limite générale, c'est que le salarié ne peut effectuer « 35 heures ou plus par semaine ». Ça veut dire qu'il ne peut pas atteindre le temps de travail d'un salarié à temps complet. Donc, imaginez un salarié qui est un contrat de 30 heures, un accord d'entreprise qui permettrait d'aller au-delà des 10% et donc qui permettrait d'aller jusqu'à un tiers en termes d'heures complémentaires, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'un tiers de 30, c'est 10. Si je rajoute 10 heures au nombre d'heures effectuées normalement, c'est-à-dire 30 heures, 30 plus 10, 40. Or, on sait qu'il y a une limite qui est générale. Le salarié ne peut pas dépasser 35 heures. Donc, vous voyez que là, il y aurait une limite à notre limite, finalement. Un salarié qui fait 32 heures par semaine ne peut pas faire 35 heures par semaine. Ce n'est pas possible. Alors, on va terminer là. Je vais vous laisser, donc, comme normalement il est prévu, voir la fin du chapitre tout seul. Ce n'est pas très compliqué. D'accord ? Il y a les majorations qu'il faudra bien regarder, mais je vais vous laisser voir la fin du chapitre tout seul. Et surtout, regardez l'application qui est à faire, qui est l'application Petit Prix, que l'on corrigera donc lundi prochain lors de notre prochaine séance. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? Très bien, écoutez, je vais vous laisser passer une bonne soirée et puis on se retrouve vendredi pour notre séance en fiscal, en P3. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. À vendredi. Au revoir, monsieur. Au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur. Au revoir à tous.